Bon, Laurent Mocor, donc Selectourafat, tu peux nous expliquer en 2 mots, c'est une enseigne assez impressionnante, 1145 points de vente, c'est ça? Oui, 850 sous l'enseigne Selectourafat, c'est en fait le premier réseau d'agences physiques de voyage en France. D'accord, ça existe encore le voyage physique? Ça existe encore, à 53% encore en offline. Ouais, et combien de salariés? 4000 experts du voyage dans le réseau. D'accord, leur relation au digital, ces salariés, ils sont plutôt addicts? Elle est variable. Oui, c'est-à-dire? Ça veut dire que pour certains d'entre eux, ils n'ont pas encore forcément compris que Internet n'était pas leur ennemi et qu'il fallait jouer avec, travailler avec et pas avoir peur du client qui pouvait être très informé, voire surinformé sur une destination en particulier, mais qu'ils n'avaient pas de raison d'être en retrait ou d'être inquiets par rapport au sujet. Ça dépend aussi comment on les manage et comment on intègre la dimension. Qu'est-ce que tu as à dire quand je dis souvent que j'oppose, je ne devrais pas, mais tu connais mon côté provocateur, les directions générales qui doivent faire face, je dirais, au développement du chiffre d'affaires, management des hommes, etc. Et puis les gens du digital qui sont souvent considérés ou pas considérés par les directions générales en disant « ouais, c'est encore des gadgets, etc. » Quel est ton point de vue là-dessus ? Mon point de vue, c'est que ce n'est pas à la direction générale de savoir si c'est un gadget ou pas un gadget. Ça sert à ce qui compte, c'est le client. Est-ce qu'il y voit un intérêt? Est-ce que ça lui apporte quelque chose dans son parcours? Est-ce que ça lui apporte quelque chose dans ses points de contact avec la marque? Si c'est pour faire en magasin des choses qu'il peut faire chez lui sur son canapé, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt. S'il peut préparer chez lui, finir en magasin, commencer en agence et finir chez lui, ça peut être intéressant. Moi, je ne crois pas tellement aux gadgets. Je pense qu'il y a une époque un peu ancienne où on mettait des bornes partout. Et puis on s'est aperçu que... C'est fini les bornes? Oui, enfin, heureusement. Et voilà, après, les grandes tables façon James Bond dans les agences de voyage où on peut jouer avec le monde au bout des doigts, pourquoi pas. C'est du gadget. Philippe? C'est intéressant, c'est même l'évolution de la publicité de Selectour. C'est maintenant agence internet mobile. Donc on voit que les agences n'ont pas peur en effet des sites qui vendent beaucoup de voyages. Et toi qui viens d'un autre domaine qui est la bijouterie, qu'est-ce que tu as vu comme différence en fait dans la perception du digital et deux secteurs différents? Si tu veux, c'est très différent. Alors même précédemment, je venais de l'optique où il a fallu aller sur le net dans un environnement très encadré. J'ai été le premier avec l'enseigne Chris en 2006 à mettre en place sur Internet un outil on appellerait ça réalité augmentée ou je ne sais quoi, ou en tout cas on pouvait faire en chargeant sa photo, on pouvait faire des essais de lunettes en ligne. À l'époque, ça avait eu son petit succès d'estime, au moins. C'était il y a un peu plus de 10 ans. Dans la bijouterie, c'était un peu particulier parce que j'étais, à part le site que tout le monde connaît qui s'appelle Vente Privée, on était leader sur Internet en vente de bijoux, mais dans un rapport quand même sur du plus petit prix. Le voyage, aujourd'hui, c'est un des premiers secteurs qui a été pénétré par Internet, donc il y a quand même une certaine habitude à la fois du consommateur et parfois des équipes. Ce qui nous permet aujourd'hui de résister, c'est que plus on est dans une construction de voyage complexe, plus la valeur ajoutée de l'humain reste encore importante. Quelle part d'Internet, d'ailleurs, sur le chiffre d'affaires global chez nous, extrêmement faible, pour ne pas dire minime, puisqu'en fait, si tu veux, ça sert surtout de vitrine. On n'a pas vocation à faire la guerre avec les outillés. Je crois que c'est un combat d'arrière-garde qu'on ne gagnerait pas. En revanche, on a vraiment vocation à améliorer le rapport et le premier contact au voyage sur ce site. Alors, René Prévost, Speedy, directeur général de Speedy, je précise, c'est 500 points de vente en France, c'est ça, dont 100 franchisés. Donc le digital, qu'est-ce que tu en attends finalement? On a vu pléthore d'offres, beaucoup d'innovations, etc. Donc est-ce que vous n'êtes pas un peu paumé par rapport à toute cette offre pour choisir le bon chemin? Paumé, non. On a des cartes Michelin pour se reguider. Ouais. Donc on n'est pas du tout paumé. Je crois qu'il faut élargir le débat. C'est le débat que j'ai pas 100 franchisés, mais 217 à ce matin en France. Donc j'ai 217 commerçants indépendants qui se posent autant de questions que moi, sinon plus. Je crois qu'en ce moment, dans beaucoup de pays, un combat qui est encore de se mener, qui est un combat d'arrière-garde. Le magasin physique contre le magasin virtuel.
je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est le magasin virtuel aide le magasin physique à progresser dans la connaissance consommateur. Et il y a des applications énormes derrière. Quand vous connaissez un client, vous lui simplifiez sa vie. Récemment, j'ai été louer quelque chose et on me demandait ma pointure. C'est couillon, l'année d'avant, j'avais déjà donné ma pointure. Donc on demande une data qu'on ne se sert pas. Donc là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Aujourd'hui, quelle est l'importance que je donne à tous ces jeunes? Alors le premier, ça a été culture de choc. On est habitué à être très traditionnel dans notre métier et on avait arrivé des nouveaux collaborateurs qui étaient plutôt à la Silicon Valley avec des casques sur la tête, arrivaient l'été avec des shorts et qui parlaient un nouveau langage. Il a fallu qu'on s'approprie ce nouveau langage et on a trouvé des collaborateurs extraordinaires qui nous ont fait progresser de façon extraordinairement pour les magasins. Donc, l'un a aidé l'autre, l'autre a aidé l'autre. Et je crois que une direction, vous parlez des directeurs généraux, qui n'auraient pas une sensibilité aux nouvelles technologies, vous voyez, je le fais beaucoup plus vaste que le sujet, il est suicidaire. Il est suicidaire. Alors Gilles Piquet-Pellors, donc directeur général de Biocop. Donc Biocop, premier réseau de magasins bio en France, encore pour longtemps. Bon, écoute, on a un peu d'avance quand même sur nos concurrents. D'accord, 382 magasins. 400. 400 magasins, donc il y en a eu encore d'autres ouvertures. 40% de coopératives, 60% de SARL, 2500 salariés sur le réseau. Le digital chez vous, on ne le voit pas quand on arrive dans un point de vente. On ne le voit pas, je vais aller me suicider d'ailleurs sur les conseils de René. Non, on ne le voit pas, mais on le travaille quand même. On ne le voit pas, tu n'es pas convaincu, mais à chaque fois qu'on fait une réunion, tu viens quand même. Non, mais parce que tu me demandes de venir et j'aime bien, parce que ça me permet de voir, de te confronter des idées. Sinon, il ne voit personne, il n'a pas d'amis. C'est ça. J'en ai pas beaucoup, en tout cas, dans un monde dit conventionnel. Non, pour être très sérieux, c'est pas du tout tu le vois pas, parce que pour nous, il n'a pas la même destination. Je discutais tout à l'heure un peu en aparté avec quelques-uns d'entre vous. Souvent, on est considéré un peu comme étant des gens sectaires, rejetant la technologie. Non, pas du tout. Cégétistes du bio. Non, pas du tout. On ne rejette pas la technologie, c'est simplement l'utilisation qu'on a de cette technologie qui nous choque. Et je répète, on a la chance, c'est vrai, d'être dans un secteur un peu particulier. Alors, on n'a pas beaucoup d'amis, mais on a quand même 36% de croissance. On a à peu près 500 000 personnes qui rentrent tous les matins dans nos magasins. Donc, tu es content, ça fait beaucoup d'amis. Tu es content. Oui, on est content. On est content parce que justement, on le fait sans s'écarter de nos valeurs. On ne va pas chercher la nouvelle technologie pour être différent des autres ou pour conquérir des parts de marché. Ils viennent naturellement parce que justement, cette nouvelle technologie, elle nous sert simplement à analyser, comme tout le monde, nos consommateurs, et faire des choses qui restent dans les valeurs de Biocop. Donc, Laurent, on peut réussir sans techno aujourd'hui, finalement. On n'a pas besoin des technos pour réussir dans le retail. J'aurais du mal à te dire ça, parce que dans un métier où 50% c'est du business travel avec énormément d'outils techno, sans techno, c'est très compliqué de faire du business travel avec des marges très courtes. Et aujourd'hui, dans le leisure, donc le voyage tourisme pour les particuliers ou les groupes, on voit une apparition de techno aujourd'hui de plus en plus forte. Donc répondre non à cette question me paraît un peu compliqué. Si ce n'est suicidaire, au moins compliqué. Et est-ce que la génération donc née après 94 continue à aller en agence de voyage? Ça, c'est une très bonne question, évidemment. On te remercie de l'avoir posée. Oui, mais c'est la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, on a une clientèle qui est plus proche de ton âge ou du mien que de ceux qui sont nés en 94. Donc vous dites qu'il y a des vieux qui vont chez Biocop, c'est pour ça qu'ils ne sont pas câblés. Surtout du tien, d'ailleurs. Et donc, non, mais vous êtes un peu clivant quand même. C'est un véritable enjeu, mais je pense que au-delà de la segmentation par l'âge, aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est de faire passer le message de la valeur ajoutée de l'agent de voyage. Alors, on va passer la parole, on a entendu les DG, mais à des gens dont c'est le business de faire les ventes à travers le digital, des outils, etc. Et notamment Jean-Baptiste Kuhn, qui est le patron du digital d'une marque que tout le monde connaît, c'est Mon Souffleur, notamment, et Mova. Et donc là, il doit transformer des fleuristes qui ne sont pas vraiment connectés, Jean-Baptiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors oui, loin de là même. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre un directeur de boutique Biocop et une directrice de boutique chez Mon Souffleur? Est-ce que c'est le même profil? Alors oui, je pense que ça doit être à peu près le même profil. Chez nous, en tout cas, c'est un profil très artisanal. Ça va dépendre effectivement du profil du franchisé et de l'enseigne qu'il porte. Entre Mon Souffleur, Rapid Fleur et Happy, il y a des vraies différences déjà entre les franchisés, mais ils se rejoignent en tout cas sur un point.
c'est que ce sont des novices et parfois même un petit peu alarmés par rapport à l'ensemble des outils dont on peut leur mettre à disposition, ou même qu'ils entendent parler à travers d'autres prestataires qui viendraient les solliciter eux-mêmes. Donc c'est vrai qu'ils peuvent parfois paraître un petit peu perdus. On est là pour les cadrer, pour les emmener, pour les encourager, et surtout les fédérer autour de projets qu'on va leur donc monter. moi je connais bien le président, tu transmettras mon amitié. Avec plaisir. Vous partez de zéro, vous. Enfin, c'est la préhistoire hein, quand Alors, il est arrivé. Oui, tout à fait. C'était la préhistoire quand il est arrivé. Alors j'entendais un petit peu ce qui se disait à côté. Et ça te faisait doucement sourire? Ça m'a fait sourire effectivement, Ouais, parce que effectivement, j'ai la chance d'avoir moi un PDG qui est très averti en tout cas et qui s'intéresse énormément aux outils digitaux, qui a compris en tout cas très rapidement que... C'est pas leur cas, c'est ça que tu veux dire? Alors pas du tout, hein, je ne jugerai pas du tout ça. Pourtant, il est vieux, Laurent. Il est vieux, Laurent. Pourtant. Non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est déjà une difficulté quelque part en interne de pouvoir convaincre les directions générales de l'importance de ces projets-là, de leur montrer aussi le levier de business que ça peut être pour le. Alors comment tu fais pour les convaincre? Parce que ça coûte cher. Alors en général en fonction de tests. Donc j'essaie de négocier avec les prestataires des tests. Ça marche pas tout le temps, faut bien le dire. Mais c'est vrai que c'est un excellent indicateur. On peut permettre de dégager rapidement un ROI et de pouvoir l'extrapoler sur Gilles, Laurent et René, pour vous convaincre, il faut venir avec un ROI. Voilà, ça va vous coûter tant, 100, ça va rapporter 300. Il faut y aller. C'est ça, Gilles? Je vais m'exprimer entre ringard suicidaire. Non, ça ne me convaincra pas parce que c'est pas du tout ça le sujet pour nous. Vous voulez pas gagner l'argent, on veut développer le chiffre. On en gagne assez, donc c'est pas ça, c'est que c'est pas dans nos valeurs, c'est ça le sujet. Donc c'est pas un problème simplement de retour sur investissement. Mais je vois pas le problème. Quels sont les problèmes de valeur pour un outil digital? Parce qu'on estime que le commerce c'est des hommes qui parlent aux hommes et qu'on estime que ça fait pas partie. Alors maintenant par rapport à ce que disait Laurent, excuse-moi Laurent, je comprends qu'il y ait des enseignes qui soient obligées d'être présentes sur ce type, et on l'est aussi quelquefois par quelques magasins, mais c'est pas dans la stratégie de Biocop parce que c'est pas en alignement avec les valeurs de Biocop. Voilà. D'accord, Laurent? Oui, enfin, je pense qu'effectivement, il ne faut pas opposer les choses, opposer les genres. Aujourd'hui, c'est quoi ton critère de choix d'un prestataire qui va être présenté par ton directeur marketing? C'est quoi? Prioritairement, ce que je veux, avant même de parler de ROI, je veux comprendre quel est le bénéfice client, qu'est-ce que ça va lui apporter dans son expérience. Qu'est-ce que ça apporte au client? Voilà. En premier. En premier. Après, je veux savoir combien ça coûte, ce que ça peut me rapporter comme business et compagnie. Mais si je ne comprends pas le bénéfice client, j'ai un peu de mal à aller plus loin. Jean-Baptiste, tu confirmes? Oui, c'est tout à fait vrai. Bénéfice client. Après, le bénéfice client, l'avantage que j'ai, c'est qu'il est déjà compris par la direction. D'accord. Alors, un directeur marketing heureux, c'est Grégoire Spiesser, directeur marketing de Lynx Optique. Lynx Optique, 866 magasins, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'optique, c'est comme le bio, ça marche du feu de Dieu. La population vieillit. Alors oui, c'est un secteur qui est mais initialement traditionnel et qui en fait sa révolution digitale. Et chez Lynx Optique, donc qui fait partie du groupe CRIS, nous utilisons le digital en fait sur deux types de clients. Ouais. Donc les clients, les consommateurs, pour leur créer un effet waouh en magasin, autour de mini iPad, créer des parcours clients spécifiques. Vous investissez donc depuis longtemps? Oui, dans cette stratégie. On investit maintenant depuis 4 ans sur les parcours de vente digitaux en magasin. L'élément déclencheur, ça a été qui? Ça a été un DG qui était pro-digital, ou il y a eu en fait, différentes étapes? Ça a été le positionnement. On a repositionné Lynx Optique qui avait un positionnement premium auparavant, et on l'a fait évoluer sur une enseigne plus prix, plus digital, qui s'adresse plus à des cibles de jeunes consommateurs. Et donc, du coup, on a mis en adéquation le positionnement avec les outils de création de business. D'accord. On va regarder un petit film. Vous nous le commentez en même temps. Alors, oui. Pouvez nous expliquer de quoi s'agit-il? Alors, en fait, à chaque opération commerciale, nous créons des parcours clients digitaux différents, autour notamment du mini iPad. Et ça nous permet, en fait, de faire plusieurs choses. Tout d'abord, de créer un effet waouh et une expérience client unique, de manière à fidéliser les clients, mais aussi de mobiliser en fait tous les collaborateurs autour d'un objectif commercial. Et ce qui est fabuleux dans un parcours digital, c'est, et là vous voyez l'exemple d'une stratégie qu'on a sur les néo-presbytes, donc les gens qui ont la quarantaine et qui vont devoir s'équiper pour la première fois d'une monture de lunettes. Ce qui est fabuleux avec les outils digitaux, c'est que vous pouvez tout suivre. C'est-à-dire que moi je travaille sur un réseau coopératif, donc je n'ai pas la main managériale sur ces opticiens. En revanche, en les séduisant, en leur faisant mettre en place un parcours digital, je peux savoir exactement à l'instant T ce que fait le vendeur du magasin de Givors avec son client qui vient d'accueillir. Donc
c'est le digital pour nous, de la création de business, mais aussi du pilotage de réseaux d'indépendants. Donc c'est pas seulement le client au milieu, c'est aussi les collaborateurs. C'est l'ensemble, et c'est les deux qui font en fait la valeur pour le client, la valeur perçue dont parlait Laurent tout à l'heure. D'accord, donc Laurent et René, des arguments comme ça devrait convaincre la direction générale. Le même outil qui va séduire vos clients, mais aussi Oui, vos collaborateurs. Je vais donner un exemple sur le travail qu'il y a à faire par rapport au côté réfractaire, parfois des vendeurs sur l'information. Moi, il n'y a rien qui me tue plus qu'une agence de voyage avec un grand bureau administratif façon comptoir, avec un énorme écran, avec le mec qui est caché derrière, puis tu as le client en face, tu sais, puis alors surtout, lui montre pas ce qu'il y a sur l'écran. Alors des fois, je leur dis, mais pourquoi vous ne partagez pas? Bon, vous ne vous rendez pas compte? Il va prendre toutes les références, il va les réserver lui-même sur Internet. Alors là, quand on part de là, évidemment, il y a quand même un peu de boulot. D'accord? En revanche, quand d'un seul coup, tu te rends compte que tu peux rendre service et au client et à l'agent de voyage, par exemple, pendant la phase, une fois que la vente est faite, de remplissage du BI, bon d'inscription, qui est un peu lourdeau et compagnie, si tu arrives à donner un outil avec du contenu à ton client, soit pour lui donner un avant-goût de sa destination, soit pour lui donner de l'information sur une éventuelle autre destination pour un autre voyage, soit pour lui faire découvrir ce qu'est une croisière alors qu'il vient de réserver un séjour terrestre, à la fois, tu donnes un service au client, et en même temps, tu permets au vendeur, à l'agent de voyage, d'être plus confort dans sa relation, dans un instant qui n'est jamais facile à gérer. Voilà. Grégoire, là-dessus, oui, c'est... Non, on peut être que complètement d'accord. C'est vraiment ce système de créer de la valeur autour du client et surtout, je dirais, faire travailler les vendeurs avec les clients de manière à ce qu'il se passe quelque chose. Alors, René et Gilles, un des freins, parce que j'ai interrogé un certain nombre de vos collègues, directeurs généraux de grandes enseignes, c'est souvent le manque de courage. C'est-à-dire, il y a un risque financier, certes, mais il y a aussi du temps à passer à changer les équipes, à leur présenter le projet, alors que souvent il y a des levées de boucliers, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça ne nous sert à rien, combien ça va nous coûter, etc. Marc, comme j'ai rarement l'occasion de la placer, franchement ça me fait plaisir, il y a une phrase d'un grand homme publicitaire qu'un certain nombre connaissent, qui disait un jour « less tests, more testicules ». Voilà, c'est une autre façon d'imager ton propos sur l'absence de courage. D'accord, on partage. Voilà. Alors, je sais pas, c'est peut-être mon accent anglais qu'effectivement on n'a pas bien compris. Philippe, visiblement, tu as compris. C'est le deuxième mot. C'était clair. Je peux le répéter. C'est testicules qui est mal passé. Voilà. Alors René, est-ce que c'est pas aussi ça le problème, c'est que ça transforme les hiérarchies, ça bouscule les managements, etc., et que finalement, on en revient à un problème RH. Et l'organisation du pouvoir. On sait que le poisson crève souvent par la tête. On a atteint des sommets cet après-midi, vous avez remarqué. Mais il y a un problème d'organisation parce qu'en fait, moi, en ayant vu pas mal de boîtes dans leur organisation, en fait, c'est la lutte de pouvoir, on travaille en silo, il y a celui qui gère le e-commerce, celui qui gère le m-commerce, il y a la direction de magasin qui n'est pas forcément au courant du truc, donc c'est sûr que il y a des boîtes qui ont des maturités différentes et qui s'organisent mieux, mais quand même, au moins à 50% du paysage du retail, sans parler après, soit des coopératives, soit des franchises, où là, l'organisation est encore mais la question, plus difficile parce qu'il y a des indépendants. À force de tergiverser, il y a un pure player qui arrive et qui ramasse la mise. René. Oui. Vous savez, j'ai souvent été interviewé par des journalistes et j'ai dû raconter dans ma vie professionnelle de grandes bêtises. Un jour, il y a un journaliste qui me pose une question, j'étais déjà à la Fédération française de la franchise, et il me posait une question sur un fast-food qui arrivait des États-Unis avec une enseigne où il y a un grand M. Et il me disait, est-ce que cette enseigne a une chance de réussir en France? J'avais répondu non, pour des raisons simples. Au pays de la baguette et du béret, c'était impossible. C'est vrai, ils n'ont que 1500 magasins aujourd'hui. La deuxième fois où je me suis exprimé de façon incohérente, c'est quand Internet est arrivé avec le pneumatique et un journaliste d'automobile me posait des questions. Est-ce que le fait d'acheter des pneus sur Internet a la possibilité de réussir? J'ai répondu non. Les clients ne sont pas assez cons pour acheter des pneus, les faire livrer chez eux, les amener au garage. Ils ont pris 25% de part de marché en 4 ans, quand nous, toute la profession des néo-spécialistes, on a mis 30 ans pour prendre 7,5% de part de marché. Donc, je suis quelqu'un qui est séduit par ce que les collaborateurs m'amènent. Je suis séduit par la conviction de leur projet. Bien entendu, le coût est important, oui, mais la conviction qu'ils vont amener et sur quoi leur projet a un coup d'avance. Donc si tu sens que le gars, il en veut et qu'il va entraîner tout le monde, tu vas le suivre. Et après, c'est la communication au réseau
c'est la confiance et la légitimité que vous avez dans le réseau qui fait passer l'ensemble des projets. Dès que vous avez un projet innovant, vous êtes sur le virtuel. Oui. Et c'est de passer du virtuel au réel. Et ça, il n'y a qu'un mot. Ce n'est pas la démonstration des chiffres qui ne seront jamais faits, c'est la confiance. La Oui. confiance dans les actions de l'enseigne, elle est capable d'apporter. Vous savez, un autre exemple. Je vous ai été assez communicant. On a été vers une enseigne incroyable. On est dans la réparation rapide automobile. On est parti, on a été les premiers de la profession, à aller sur venteprivée.com. Mais quelle connerie! Je dis à mon président, mais t'es malade. Venteprivée.com, c'est cher, il faut faire des remises, et on est un produit de prestation. Mon président m'a répondu, c'est la campagne de communication la moins chère au monde. 2 millions d'utilisateurs savent au moment où vous mettez votre promo que vous faites ce produit. Quel est le publiciste qui est capable de dire ça? D'accord. Donc voilà, Mais t'as pas bien répondu à ma question. Important, Hein. mais avant la conviction. T'as pas bien répondu à ma question quand même. Donc Si. Si. Si, Oui, il a bien le répondu, prix n'est oui. pas important, le prix n'est pas important, la conviction l'est, et il faut avoir un D'accord. quart d'heure d'avance. Laurent, donc tu as des actionnaires, hein, c'est chez Selectour. Donc si J'en ai- tu embarques j'en- tout le monde sur un projet et que ça foire, J'en ai même 550, ouais. oui. Si je les embarque sur un projet avec sa foire, bah écoute, je me dis que si je les embarque sur 10 projets et qu'il y en a un qui foire, j'aurai peut-être une chance d'être là le lendemain. Si je fais un projet que je me foire, c'est plus compliqué. Et si je me gourde 10 fois sur 10, là, ça va vraiment être très, très, très compliqué. D'accord, donc il y a quand même un stress. Et non, Surtout parce que sur ces sujets-là. si- non, mais si tu veux, non, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, faut arrêter de caricaturer les choses, il y a quand même une vraie compréhension dans un certain nombre de métiers des enjeux du digital pour faire large, et qu'aujourd'hui, ne pas réfléchir, ne pas travailler, ne pas lancer des innovations sur ce sujet-là, c'est une aberration totale. Donc, on a le droit d'essayer, on a aussi le droit de se tromper, il faut essayer de le faire le moins souvent possible. Qu'est-ce qu'on propose en magasin, alors enfin en agence, pardon, quand on arrive chez Selectour, qu'est-ce que le digital vient intervenir Aujourd'hui, en point de vente, c'est extrêmement minime. C'est-à-dire qu'on en est, si tu veux, au stade de l'affichage digital qu'on a installé depuis un an. Donc vraiment le b.a.-ba de la digitalisation du point de vente. On en est aujourd'hui plus à travailler sur les back-office, sur les bases de données mutualisées, de manière à avoir un marketing plus ciblé, être capable d'aller un peu vers des choses plus fines que ce qu'on fait aujourd'hui. Et après, on est en train de travailler un concept architectural dans lequel on intègre un certain nombre, mais au niveau du contenu et pas du gadget, quoi. Enfin, voilà. Alors Grégoire voulait rajouter quelque chose de manière très courte, et Ouais. ensuite j'ai un témoin en salle. Moi, ce que je trouve fabuleux sur le digital en termes de création de business, c'est que tout se mesure, tout se modélise, tout se calcule en avance sur le retour sur investissement. Et moi, je ne lance pas une seule campagne, notamment les Tous campagnes mesures, moi j'ai eu de vente privée. beaucoup de campagnes qui n'ont pas tenu leurs objectifs, où c'était une grosse plantade quand même. Bah, parce pu que c'était mesurer peut-être que ça mal n'avait pas tenu ses modélisé. Hein, objectifs. t'es d'accord? Oui, mais tu avais pu mesurer que ça ne tenait pas ses objectifs. C'est vrai qu'il y a un tracking qui est quand même plus D'accord. simple que dans Alors, d'autres secteurs. Alors en salle, j'ai Patrick Benoît, qui est le patron de Interway. Donc lui, c'est une boîte qui a une vingtaine d'années, un peu plus. Oui, 25 ans. 25 ans. Et donc, il travaille pour les retailers depuis 25 ans. Donc, tu faisais un métier d'intégrateur. Et puis, comment tu as vu évoluer justement la digitalisation des points de vente de tous ces réseaux d'enseignes? Voilà, Interway, c'est à la base un intégrateur, créé depuis 25 ans à peu près. C'est une histoire qui commence avec le nom d'Internet, puisqu'en fait, il y a 25 ans, on ne parlait pas Donc, d'Internet. le point de on parlait départ, pas c'est des l'Internet. startups, on ne parlait pas des startups, on ne parlait pas du digital. Et puis, on a vécu effectivement toute l'évolution de cette activité. Aujourd'hui, on a un métier qui est orienté sur un business très classique, puisqu'on produit du service, on produit des technologies, etc. Puis on a un métier sur la partie digitale. Ce qu'on constate, et quand on rebondit un petit peu sur les propos qui sont tenus, c'est que la voie et l'objectif n'est pas encore clair pour tout le monde sur cette partie digitale, sur cette partie numérique. C'est-à-dire que En revanche, les têtes d'enseigne ne sont pas très claires dans leur stratégie. en fait, tout le monde réfléchit. Tout Oui. le monde imagine et tout le monde expérimente sur un certain nombre de sujets. Donc nous, on a des solutions de traçabilité, de connaissance D'accord. en fait, de ses propres clients à l'intérieur du magasin, de façon à pouvoir avoir une vraie stratégie cross-canal et omnicanal sur ses propres clients. Et ce qui me paraît important, et ce que je voulais dire là, c'est qu'on ne peut pas refuser l'obstacle en ce sens où, de toute façon, on va être obligé d'avoir une stratégie
Enfin, les enseignes vont être obligées d'avoir une stratégie digitale et numérique, même si elles vont plus ou moins en profondeur à l'intérieur de cette stratégie. Pourquoi? Parce que les consommateurs sont de plus en plus friands, et les jeunes notamment, de ces technos. Et de toute façon, aujourd'hui, on va être plus dans l'expérimentation, l'époque, la recherche de solutions et de use cases qui vont permettre de cibler véritablement la stratégie digitale de l'enseigne. Alors René, un point, je t'ai vu réagir sur la stratégie. Est-ce que c'est vraiment clair pour les têtes d'enseigne sur votre positionnement, où vous voulez aller et comment vous allez entraîner vos consommateurs, vos équipes avec un projet digital? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est très clair, c'est très bien communiqué par mon président que tu connais. Et je pense que tout collaborateur qui ne rentrait pas dans l'axe stratégique que l'on a mis en place, il ne serait plus longtemps avec nous. Donc pour être clair, on ne peut pas être plus clair. Aujourd'hui, il y a deux marchés. Il faut faire attention. Il y a, dans les années 80, je ne vous aurais jamais dit ça, l'offre était inférieure à la demande. J'avais plus de clients devant les magasins que de magasins qui pouvaient les recevoir. Là, je ne me pose pas de question. Hein. C'était la belle époque. Savoir qui est qui, je m'en fous. Aujourd'hui, la demande est inférieure à l'offre. Il y a plus de magasins de prestations. On est dans une profession qui a perdu 2 millions d'opérations en moins de 4 ans. Donc là, d'un seul coup, le client, et je le dis bien, le client, le consommateur, c'est comme si un atelier demain, on en a 500, me disait je me fous de mon client. Il n'a rien à faire dans le réseau. Donc oui, c'est très très clair. On sait l'argent. Alors après, on parle de coût. On sait combien ça coûte. Mais combien ça nous coûterait si on ne le faisait pas? On ne peut pas le calculer. Donc aujourd'hui, on a une stratégie dans nos business plans. C'est un montant d'innovation. Tant qu'on est dans le montant d'innovation et qu'on a des solutions innovantes, il faut y aller. Ça permet de quoi? Ça permet de savoir ce à quoi les concurrents sont encore de penser pour nous faire un peu de mal. Laurent, chez Selectour, c'est clair, la stratégie? Écoute, Ou alors c'est une stratégie à court terme, justement, pour être agile et s'adapter aux concurrents qui arrivent? Non, pour nous, en tête de réseau, la stratégie s'affine et elle est de plus en plus claire. Après, il faut convaincre le réseau de ne pas se tromper de combat. C'est ça mon souci aujourd'hui, c'est qu'ils aimeraient qu'on devienne une OTA, mais on ne sera pas une OTA, ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est comment fait-on pour utiliser le capital humain et cette première communauté, la première communauté d'experts du voyage en France. C'est le seul avantage spécifique, non duplicable, dont je dispose dans ce réseau protéiforme, c'est de revendiquer 4000 experts du voyage. Comment est-ce que de ça, j'en crée une valeur et un bénéfice pour le client que je peux exposer sur le web d'une manière plus moderne que ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, en quelques mots, nos ambitions en la matière. Grégoire Spesser, Lynx Optique. Moi, je pense que la stratégie, c'est essentiel de l'avoir et de l'avoir bien clair, de la communication réseau, parce que ça permet de faire les choix dans les outils digitaux qui sont très nombreux. Oui. Chez nous, c'est extrêmement clair. On en a deux. La première, c'est de drive to store, c'est-à-dire de faire venir les clients du web vers les magasins et de faire un maximum de business et de recrutement de nouveaux clients. Et on utilise des plateformes comme vente privée notamment. Et la deuxième, en fait, c'est de l'apprentissage. Donc, on expérimente en fait la vente en ligne parce qu'on sait très bien qu'à un moment, l'optique va basculer sur la vente en ligne. Elle l'a déjà fait sur la contactologie, qui sont des produits en l'état. Donc, on veut être prêt le jour où les technologies pourront justement faire plus de ventes sur l'optique. Oui. Ce que je veux juste dire pour compléter, pour que tout le monde comprenne le propos, c'est qu'en fait aujourd'hui, mon souci, c'est pas de faire la guerre à GoVoyage, à lastminute.com, c'est de résister et de m'adapter par rapport à ce qui arrive aujourd'hui, qu'on appelle un peu facilement économie collaborative, parce que les nouveaux concurrents de ce qu'on vend aujourd'hui en agence de voyage, c'est Airbnb, c'est Blablacar, et c'est un certain nombre d'acteurs comme ça qui pénètrent même le business travel. Et c'est ça qui est important, ça veut dire que même aujourd'hui, un voyageur qui voyage au compte de son entreprise est capable, pendant un salon de 3 jours à Düsseldorf, à Munich, à Milan, où tu veux, de prendre son hébergement sur Airbnb plutôt que de prendre classiquement un hôtel. Qui aurait pensé ça il y a 5 ans? À mon avis, pas grand monde. Voilà. D'accord. Donc ce qui impose de changer un peu de stratégie. Ça impose de faire évoluer la stratégie, mais surtout d'avoir une expression de notre capital humain moderne et en phase avec les nouvelles attentes des consommateurs sur Internet. Marché de la fleur, Monceau-Fleur, Jean-Baptiste. Oui, alors juste pour répondre à la question, effectivement, je pense que la stratégie, elle est plutôt claire, elle est plutôt définie, les objectifs sont définis, après c'est plutôt les moyens et le mix qu'on va mettre en fait pour répondre à cette stratégie en fait, et surtout le mix entre offline et online. D'accord. C'est vrai que c'est plutôt difficile parfois de privilégier le online par rapport au offline. Après, il y a effectivement des valeurs quelque part sûres
et des choses qu'on veut faire, type Drive to Store, et je rejoins Grégoire là-dessus. Après, il y a effectivement un apprentissage et une manière d'être aussi très agile avec tous les nouveaux outils qui peuvent arriver. Alors, Sachant qu'il faut modérer quand même les chiffres, hein. C'est que le online, enfin, je ne sais pas si vous avez le droit de donner les chiffres, mais le online aujourd'hui pour les enseignes ou les réseaux, ça va de 5 à 15, 17, 18%. La Fnac, c'est 17%. Donc on ne peut pas dire non plus que c'est la révolution du gros chiffre d'affaires pour demain matin. Il y a juste si ça croît un peu, mais en vrai chiffre, c'est entre 5 et 15 ou 20. Non, mais en tout cas, c'est peut-être d'unifier en tout cas le parcours client et la vision client, et afin de pour pouvoir concrétiser l'enclenchement sur le digital et la concrétisation en magasin. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, tu connais ces sujets par cœur, Philippe, mais il y a 15 ans, les chantres de l'apocalypse disaient Internet est arrivé, ça va tuer tous les magasins. Voilà. Bon, les mêmes 15 ans après, hein, c'est les mêmes, on les reconnaît, ils disent ah oui non mais je l'ai toujours dit, pas d'avenir sans point de vente. Dans le voyage. L'exemple le plus probant qu'on peut prendre, c'est une très jolie marque qui est née sur le web qui s'appelle Promo Vacances. Qu'est-ce que fait Promo Vacances aujourd'hui? Il est en train de développer un réseau de points de vente. En propre, il en a 50 aurait presque et pu en l'inviter. franchise. Alors, un secteur qui va connaître des bouleversements formidables, c'est le milieu de la banque. La banque, aujourd'hui, à quoi ça sert? Est-ce qu'on va avoir des agences bancaires pour aller déposer notre argent, le retirer, etc. J'ai à côté de moi Laurent Charpentier. Donc Laurent Charpentier qu'on va entendre tout à l'heure. J'aimerais que tu t'exprimes là-dessus, justement, sur la stratégie de la BNP Paribas face à l'arrivée de ces nouvelles menaces, finalement, qui sont assez récentes. Alors effectivement, il y a des changements qui sont en train d'intervenir, qui sont intervenus dans la banque aujourd'hui, à savoir les gens ne viennent quasiment plus dans les agences, de moins en moins. On pourrait faire un sondage, savoir si vous êtes allé dans une agence, dans votre agence bancaire le mois dernier ou dans les 3 derniers mois. Ouais. Voilà, donc effectivement aujourd'hui on y va de moins en moins. Alors pourquoi on y va de moins en moins? Déjà parce que la digitalisation et beaucoup de choses sont faisables directement par le client depuis ses applications mobiles, depuis sa banque en ligne, depuis Internet. Donc ça, on a fait ces travaux-là depuis quand même un certain temps. Parce qu'aussi les gens sont surinformés sur les produits bancaires, produits financiers, et vont sur Internet voir ces différents produits. Alors la solution, c'est quoi alors? Mais la solution, c'est de changer un peu cette relation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agences côté BNP Paribas, pour avoir accès à des experts, on a des systèmes de visioconférences qui sont faites avec le conseiller commercial, avec des gens très pointus qui peuvent leur répondre. On disait tout à l'heure, Selectour, non, le client est face à son conseiller et on ne va surtout pas lui montrer l'écran. Aujourd'hui, c'est de se mettre côte à côte avec le client et qu'il voit qu'il ait la même vision que le conseiller. Il n'y a rien à cacher dans ce qu'on a dans ce qu'est un conseiller sur ses écrans. Laurent? Non, bon, d'abord, je suis client BNP et je suis ravi de le partager avec vous depuis très très longtemps parce que j'y ai fait mon prêt étudiant. Autant vous dire que c'était au millénaire précédent, il y a longtemps. Vous avez raison sur le côté digital, on a de l'information et compagnie. Sauf que la BNP vient de me refidéliser pendant un paquet d'années parce que l'autre jour, il y a quelques mois, j'ai croisé mon correspondant ou la personne qui s'occupe de mes comptes qui m'a dit « Monsieur Mocor, il faut absolument qu'on se voit, les taux ont baissé, il faut qu'on en reparle ». Je peux vous dire que je suis venu dans son bureau il n'y a pas si longtemps, on a tout fait, ça s'est très bien passé et j'ai trouvé que c'était assez remarquable. Ça veut dire que c'est venu vers moi avant même que je fasse moi la démarche. Voilà. Alors, Christophe Kuhner de Generix Group, on a des directions marketing, mais les grands projets digitaux ne peuvent pas se faire sans un sponsor qui est le directeur général. En général, oui, c'est-à-dire que le patron marketing va plutôt, on va dire, déblayer le sujet, l'organiser, le structurer, quand en fait, c'est évidemment la direction générale à la fin qui va, enfin à la fin et souvent au début, hein, c'est au début et à la fin qui va intervenir dans ces projets-là pour, indiquer quelle est la structuration du projet, qu'est-ce qu'on cherche à faire, quelles sont les valeurs qu'on veut. Et ils sont au rendez-vous? Est-ce qu'ils sont au rendez-vous aujourd'hui, cette direction générale? Ça dépend des fois, hein. C'est-à-dire en gros, en fait, soit on les a. En gros, je vois le DSI, le directeur marketing, dire là, il y a mon patron qui me demande de faire ça, que Christophe vient m'aider pour réussir à faire ça. Soit c'est l'inverse, il faut qu'on fasse ça,
et aide-moi à convaincre la direction générale sur ce sujet. On a vraiment les deux cas de figure et en fait, c'est quand les deux se retrouvent que ça se fait. Évidemment, plus il y a de friction, plus le projet est long. D'accord. Arnaud, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est juste que effectivement la direction générale, c'est des sujets qui sont tellement complexes de mise en œuvre. Est-ce qu'ils touchent ou pas les valeurs de l'entreprise? Est-ce qu'à partir du moment où on met des outils digitaux et qu'on se met sur les réseaux, tout à l'heure on avait un commentaire sur le fait que attention parce que sur Twitter, si vous faites pas gaffe avec votre CRM, ça peut coûter très très cher à l'entreprise, etc. Bien sûr que c'est des sujets de direction générale. Après, voilà, les directeurs généraux, ce sont des petites bêtes un peu fragiles qui ne peuvent pas tout savoir et qui doivent surtout être très bien alimentés par leurs collaborateurs. Un directeur général qui arrive et qui dit qu'il sait tout, enfin, j'en connais pas. En tout cas, moi, j'en suis pas. Mais d'accord. Voilà. Il faut bien les alimenter. Alors, Éric Le Bailly et ensuite David. Oui, je voulais juste donner un exemple de ce que je considère une réussite. C'est la SNCF, même si en ce moment, il est un peu chahuté. On sait ce qui se passe. Regardez un petit peu ce qui se passe sur la toile. Les responsables de lignes TER animent eux-mêmes des blogs de façon exceptionnelle. Donc si la SNCF peut le faire, vos réseaux, messieurs, mesdames, peuvent le faire. Donc, outils de management. La SNCF, ils ont du temps, donc le blog, ils peuvent les faire. David. Oui, je ne vais pas répondre sur ces invectives. Je vais revenir sur le sujet en effet de l'impact, de l'intérêt d'avoir la direction générale. En tout cas, la nécessité de l'avoir, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus de marketing sans technique. Et puis, ça ne sert à rien de faire du marketing s'il n'y a pas aussi de l'accueil en magasin, ou en tout cas un accompagnement humain. Donc, il y a une nécessité d'avoir un sponsor de la direction générale pour mettre autour de la même table et arriver à développer une vision commune entre une DSI, une direction marketing, une direction réseau, qui finalement ont jusqu'ici quand même leurs habitudes et leurs propres silos. Donc la direction générale, elle est là pour aligner finalement l'ensemble de ces structures-là. Oui, Laurent, dans le cas d'espèce, et toujours dans le cas d'une coopérative qui est particulier, c'est vrai. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas partir dans des grands tunnels. Le problème des DSI et des directeurs en direction marketing, c'est que tu donnes un go à un moment, puis tu n'as plus de nouvelles pendant 3 mois. Et on t'explique que la sortie du tunnel elle va finir par arriver, mais on ne sait pas bien quand, et on te parle en jour. Ça, c'est le DSI qui parle ou le directeur marketing? Non. Le DSI souvent, mais le directeur marketing aussi. Et c'est important. Pourquoi? Parce qu'on est toujours, quand on est sur ces questions-là, dans des phénomènes de changement et de rupture. Donc une fois que tu as fait la pédagogie de la nécessité du changement, il faut suffisamment communiquer régulièrement et avec transparence pour ne pas faire en sorte de créer un tunnel qui crée la défiance et donc qui casse la confiance. Voilà. Là, il y a un vrai sujet, c'est le mot-clé qui fait mal, là, c'est la DSI. La DSI pourquoi ça fait mal? Parce que la DSI, ça peut être des gens absolument... Est-ce qu'il y a un DSI dans cette salle? Oui, j'ai un DSI. Il y a des gens formidables dans les DSI, mais il y a aussi des casse-pieds anti-business. Et j'en connais pas beaucoup qui sont vraiment au top, quoi. Alors, je suis à côté de Alexandre Goldenstein, qui est DSI du groupe Guinaud Maricor. Donc là, c'est pas vous qui attaquez, c'est votre corporation. C'est vrai que les projets SI, souvent, on les critique en disant c'est pas assez agile, ça prend trop de temps. Non, on dit, le mot-clé, c'est DSI dit oui, non, mais je développe, ça va bientôt sortir, je développe. C'est ça, Laurent? Quand est-ce que tu es dans le budget? Généralement, ils explosent tout. Et en plus, on ne sait jamais si ça sort, parce qu'une fois sur deux, ça ne sort pas. Alors de manière générale, les SI cherchent bien sûr à protéger avant tout l'entreprise dans les investissements. Ils sont habitués à travailler dans les budgets et avec des rapports directs avec les présidents qui exigent des résultats. Le digital tente à échapper de plus en plus aux DSI pour tomber dans les mains du marketing. Il y a les silos. Et les DSI qui comprennent que l'entreprise doit partager savoir-faire sur le digital gagnent. Ceux qui laissent entre les mains des DSI tout le digital, à mon avis, perdront à terme. On est d'accord. Je connais beaucoup d'entreprises qui ont perdu des millions d'euros à cause des DSI. Christophe Kuhner. Ouais, moi, je rencontre quand même pas mal de DSI en ce moment et je vois un vrai changement au niveau de la DSI qui intègre de plus en plus de problématiques digitales et qui parfois vont même plus loin dans les raisonnements digitaux que les marketeurs on croyait qu'ils allaient prendre le pouvoir et finalement,
sur le dernier pas, ils ne l'ont pas forcément pris parce qu'on rentre dans des complexités de ce qui se passe dans le magasin, ce qui se passe sur le mobile. En fait, on rentre dans des complexités qui nécessitent une vraie connaissance technologique. Et je vois vraiment une DSI qui a pris le pas sur le sujet, qui est en train de creuser les thèmes qu'on expliquait à des directions marketing il y a 2 ans, 3 ans, et qui sont plus aussi caricaturaux que ce qu'on disait avant. Et je vois vraiment un changement qui s'est opéré sur cette dernière année sur ce sujet. Grégoire, chez Lynx Optique, vous avez un DSI agile. Non, mais moi, personnellement, je pense qu'il faut travailler ensemble en amont, déjà pour partager l'enjeu et donner envie à l'un comme à l'autre, Donc, aux équipe projet, marketeurs quoi. comme aux techos, de faire le sujet. Et quand on le fait comme ça, en tout cas, moi, chez Chris Group, c'est comme ça que je m'y prends. Quand je sais que je sens l'adhésion, je n'ai pas de problème pour dérouler et pour avoir des résultats avec un DSI. René, et on va conclure. Oui, pour conclure, tous les directeurs généraux ne sont pas mous. Déjà, ma fonction, moi, c'est de faire passer les messages à mon conseil de surveillance. On est un nouveau groupe qui fait 34 milliards de chiffre d'affaires, donc il y a des messages à faire passer. Ouais. Et mon rôle, c'est de faire des résultats extraordinaires à des gens ordinaires. En gros, ces nouvelles technologies, en quoi ils vont aider, ça va aider le réseau à faire des résultats. Première, on va vers le consommateur. Quelle est la promesse consommateur qu'on va pouvoir faire? 80% des clients téléphonent au magasin avant de venir pour savoir si on est ouvert. On a mis un site en place qui permet de prendre des rendez-vous en ligne, de savoir si la pièce est là, et le magasin n'a plus qu'à faire clic, il a toutes les coordonnées. C'est ça que ça sert. Ça sert à aider les magasins physiques à s'améliorer continuellement. Alors bon, on peut dire combien ça coûte, mais là, c'est le bénéfice immédiat consommateur qu'on en retient. Gilles Piquet, Pellors. J'ai un peu décroché, moi, j'avoue. Non, mais c'est pas étonnant. Hein, c'est Non, je suis, Biocop. Je suis un peu dubitatif sur tout ce que j'entends. Alors, je vais rassurer tout le monde. Un directeur général, effectivement, c'est quelqu'un qui est dans le... Qui s'engage. Qui s'engage, effectivement, et qui respecte ce qu'on lui demande, c'est-à-dire, en gros, de s'engager sur une stratégie très précise. Et moi, la stratégie de Biocop, elle est très claire. Justement, elle est très claire depuis 30 ans et on n'en dévie pas. Et j'ai aucun risque de te faire un peu de provoque. La première fois que je suis intervenu dans un forum comme celui-ci, où effectivement, on a toujours un peu l'impression, chez Biocop, d'être un peu le ringard de service, on faisait 2,5% de croissance. Il y a 4 ans en arrière. J'interviens régulièrement à ta demande et j'apprécie beaucoup de venir confronter mes idées avec celles de d'autres. C'est un petit peu le poil à gratter. On était à 14% et aujourd'hui je suis à 36% et je vous promets qu'on ne va rien changer du tout. Très bien.